Mesdames et messieurs, bonsoir. Un grand plaisir de vous retrouver. C'est la deuxième émission de l'année 2015, une émission bien spéciale qu'on a commencé exactement un 2 janvier 1995. Nous sommes au 2 janvier 2015, exactement 20 ans. À l'époque, Lestide de la Tour était le gouverneur de la Banque centrale et on l'avait choisi pour ce grand rendez-vous. Et depuis lors, on n'a pas cessé chaque année d'avoir le gouverneur de la Banque centrale pour nous parler de la politique monétaire, de la stabilité de la monnaie haïtienne. Et ces discussions sont devenues vraiment un grand rendez-vous annuel. Cette année, pour la première fois, on a laissé le studio pour être à la Banque centrale, cette institution qui nous accompagnait, Radio et Télémétropole et le groupe Croissance, pour expliquer à la population l'importance de la monnaie en Haïti. Voilà, nous allons recevoir dans cette salle le gouverneur de la Banque centrale, M. Charles Castel. Mais nouveau billet dit Good Banque centrale pral mette de yo, li pas remplacer ancien. Tous les deux ka servi pour toute transaction. Même Jean ak billet dit Good wap servi ya, nouveau billet a gen portrait lieutenant Sanit Belair ak Fok Rouge. On nous garder ensemble. Ou ka lil dans langue français ou créole. Si vous passez mon tout, wap sentil en bas douet tout. Fais un coup de jet sous côté droit de billet a. Zone ça transparent, ça veut dire les ou gade la donne ou kawe sous l'autre bord. Nouveau billet ça fait avec un papier supérieur qui relève polymère. Li pi fin mais li pi résistant qui donc l'a duré pi longtemps. Banque centrale a travail pour ba nous moyens pi moderne pour mener activité commerce nous. Grâce à gros pour la douane recevoir dans mes gouvernements, li vinn gen plus jèvrine pour le goumen contre contrebande à contrebandier. Sorti octobre 2013, rivé juillet 2014, la douane saisit plus passé 4 millions d'articles en forme. En pile zé, en pile saucisson salami, yo saisi ti poule tout. Quant à poule avarié yo, la douane saisit 285 sacs de 70 kg. Pour marchandises contrebandes ak moyens contrebandiers utilisés, la douane saisit 198 camions remplis avec marchandises. Te gen 61 camions qui te saisis pour exercice 2012-2013 là. Mais pour octobre 2013 à juillet 2014, la douane a saisi plus passé 137 camions. Tout camion ça yo, la douane saisit, yo entreposé kounya dans poste contrôle ak bureau douane yo. La douane fait 40 arrestations pour trafic marchandises à contrebande. 16 cas pour exercice 2012-2013 là. Pourtant, de octobre 2013 à juillet 2014, la douane a arrêté 24 personnes. La douane saisit tout en pile munitions exam dans main contrebandier qui t'a essayé faire rentrer dans le pays d'Haïti pour venir mettre sécurité peuple en danger. Pour le remplir mission, pour le protéger intérêt peuple. La douane ak tout l'autre partenaire liyo, national tant international, a travail chaque jour bon Dieu mette, la journée ou la nuit, pour y a réfléchi comment pour y barrer route trafiquant ak contrebandier. Gouverneur, une nouvelle fois, 2 janvier, un rendez-vous annuel. Je dois vous rappeler que la Banque centrale a eu une relation très étroite avec le groupe Croissance et Radio Métropole, car en 1995, on a eu le 1er de janvier avec Lestide de la Tour. Et ça a perduré, et voilà que vous fêtez vos 35 années. Donc, comment a été l'année 2014, l'anniversaire, le 35e anniversaire? Ensuite, on parlera bien sûr de la situation économique et financière du pays. Bon, d'abord, il faut que je souhaite une bonne année à tous les auditeurs et tous les spectateurs de Radio Télémétropole. Et c'est toujours un plaisir d'être présent à ce rendez-vous devenu aujourd'hui traditionnel du 2 janvier, où le gouverneur de la Banque centrale, grâce à l'initiative que toi tu as prise, questionnaire depuis pas mal d'années, s'adresse à la nation et communique le point de vue de la Banque centrale sur la situation économique et particulièrement monétaire et financière de la République. Je dois rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent, les auditeurs qui nous écoutent, nous sommes à la Banque centrale. C'est la première fois que nous sortons pour le 2 janvier, mais l'accueil, je vous remercie de cet accueil. Donc, vous avez célébré le 35e anniversaire. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, c'est ce que j'allais dire, que nous avons, à mon gré, nous avons relativement bien célébré
ce 35e anniversaire avec deux belles conférences sur le crédit et une conférence sur la politique monétaire et qui s'est terminée avec l'intervention du gouverneur Noyer de la Banque de France. Et nous avons lancé avec le président de la République la stratégie nationale d'inclusion financière, qui est quand même un événement charnière dans notre histoire économique et financière, où la République d'Haïti dit clairement qu'elle donne une attention particulière à l'accès aux services financiers de base, dépôt et crédit, aux couches défavorisées de la population, en disant que nous reconnaissons que par le truchement de ces services financiers, nous pouvons améliorer les conditions de vie de cette tranche de la population et également impulser la croissance et l'élargissement de la classe moyenne qui finalement est l'élément, l'objectif fondamental de tout projet de développement. Réduction de la pauvreté, accès à la classe moyenne, etc. Et nous pensons qu'à travers cette stratégie d'inclusion financière, cela nous permettra, et quand je dis nous, nous ne parlons pas uniquement pour la Banque centrale, nous parlons pour le pays en général, nous permettra de poser pas mal de problèmes et de difficultés au niveau des différents secteurs. Parce que, comme nous disons souvent, nous autres, au niveau de la Banque centrale, non seulement moi-même, mais mes collègues du conseil d'administration et mes collaborateurs, également directeurs de la Banque centrale, le crédit est finalement un aboutissement. Un aboutissement et il requiert la mise en place de pas mal de préalables. Il faut que les secteurs puissent être renforcés pour soit la production pour l'exportation, soit la production pour la substitution aux importations. Il faut valoriser les métiers et également les micro-entreprises, etc. Parce que, en définitive, nous avons au moins 4 millions d'Haïtiens à qui nous devons donner du travail. Faut-il qu'ils aient du travail ici chez nous? Et dans ce sens, en termes d'amélioration de qualité de vie et de lutte contre la pauvreté, nous devons saluer également les progrès que nous faisons au niveau du ralentissement de la croissance de la population. Hier encore, en politique monétaire avec mes collègues, nous constations que nous sommes arrivés aujourd'hui à un taux de croissance de 1,4%. Il y a 20 ans, on parlait de 2,2%. Donc ce n'est pas rien. Donc avec maintenant une stratégie qui nous permette de focaliser systématiquement notre attention sur les facteurs clés de croissance, nous pourrons arriver à ces taux de croissance de 7, de 9% que nous espérons. Et nous ne pouvons pas être triomphants encore cette année au plan de la croissance. Nous sommes encore à 2,8% contre un estimé, parce que, un prévu de 4,5%. Pourquoi? Regardez ce qui s'est passé. Le secteur agricole a décru de 1,5% à cause des conditions climatiques, de la sécheresse, notamment au niveau des productions vivrières. Mais l'agriculture représente déjà 20% de la production nationale. À 20% de la production nationale et 1,5%, ça va manger tout ce que nous faisons au niveau des autres secteurs. Et même le secteur manufacturier n'a connu que 2,1% de croissance. Donc ce que nous autres, ce sur quoi nous insistons, c'est sur la nécessité. Et si tu te rappelles, Kessner, dès ma première intervention en tant que gouverneur en 2008, je me rappelle très bien la Hamcham, j'avais cité justement un auteur qui parlait des sous-bois microéconomiques, la macro qui donne la stabilité, qui permet de dire que le change est relativement stable, que l'inflation est à un seul chiffre, etc., qui est très rassurant pour les investisseurs. Cette stabilité n'est qu'une condition suffisante
de la croissance et du développement. Et d'ailleurs, j'ose même avancer, sans trop grand risque de me tromper, après l'expérience que nous avons eue, que cette stabilité est même menacée à long terme, quand la croissance n'est pas au rendez-vous. Nous allons certainement revenir aux indicateurs macroéconomiques, à la situation économique. Restons maintenant au niveau de la Banque centrale. 35 ans plus tard, est-ce que cette institution qui a été mise en place et cette séparation Banque de la République d'Haïti, BNC, est-ce que ça valait la peine? Ça valait certainement la peine, surtout quand on regarde les progrès réalisés. Les progrès réalisés, BNRH, Banque nationale de la République d'Haïti, de 1919 à 1979, c'était une banque bazar qui remplissait les deux fonctions de banque commerciale et de banque, je dirais, même pas banque centrale, mais de banque d'émission. Et où on avait à l'époque deux banques dans le pays. Jusqu'à 1971, on a vu arriver dans le pays la Citibank, la Banque de Chicago, la Scotiabank, la Banque de Boston, etc. La plupart d'entre elles sont parties. Nous avons encore le bénéfice de la présence de la Scotia et de la Citi. Mais jusqu'à 1970, en Haïti, on avait la Banque royale du Canada, au coin de la rue des Miracles et de la rue du magasin de l'État, exactement en face de nous, et la Banque nationale de la République d'Haïti, avec quelques succursales à travers le pays. Le taux de bancarisation de la population était bien loin des 35-40% que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, on a eu, premièrement, une nationalisation, pas dans le sens de prise de participation de l'État dans des boîtes, mais le secteur bancaire est devenu en majorité nationale, avec des banques locales et des banquiers locaux dont nous pouvons être fiers et qui ont fait quand même œuvre qui vaille. D'abord la Sogebank, avec l'achat de la Banque royale du Canada. Ensuite, on a eu la BCI, la Banque de crédit immobilier, qui est devenue aujourd'hui Capital Bank. Ensuite, la fille de la Sogebank, la Sogebel. Et ainsi de suite, on a quand même aujourd'hui 9 banques haïtiennes œuvrant sur le terrain, 7 banques haïtiennes et 2 banques étrangères. On a fait des progrès. Maintenant, l'incongruité à laquelle on faisait face en 1979, c'était que cette banque commerciale était à la fois jugée partie parce qu'elle était également le superviseur des banques commerciales. Donc, cette incongruité devait de toute façon être relevée. Et deuxièmement, les fonctions de stabilité de la Banque centrale devaient être clarifiées et fixées. Donc, c'est ce qui est venu régler le décret de 79, les 2 décrets de 79 portant création de la BNC et de la BRH et consacrant la scission de la BNRH en 2 institutions. Donc je pense que cela a été utile. Et quand on regarde toutes les crises bancaires que la Banque centrale a pu résoudre, il y en a au moins 4 ou 5. Vous avez pu éviter des crises bancaires? Oui. Premièrement, il y a eu la faillite de plusieurs banques, notamment la Métrobanque. On a assisté à un certain moment à la fusion BIDC-Sogebank, encouragée par la Banque centrale. On a eu l'absorption de la Promo par la Sogé, de la SOCA par la BNC, etc. Le corpus de réglementation prudentielle mis en place a aidé énormément. Et aujourd'hui, la Banque centrale a encore plus de moyens pour agir de façon préventive, proactive, pour prévenir les difficultés. Avant la loi de 2012 sur les banques, la Banque centrale devait attendre qu'une banque soit au rouge pour intervenir. Aujourd'hui,
il y a quand même des indicateurs qui permettent de déclencher certaines actions et qui permettent à la Banque centrale d'imposer un certain train de mesure aux banques. Essayons de voir encore l'histoire de ces 35 dernières années. Que diriez-vous à des observateurs non initiés, qui ne sont pas des experts, qui entendent dire que la Banque centrale est là pour assurer la stabilité de la monnaie, que ce soit à l'intérieur qu'à l'extérieur, qui diraient, mais attention, le taux de change est passé de 5 gouttes, les nostalgiques bien sûr, à 47 gouttes. Est-ce que la Banque centrale est responsable? Quel rôle vous avez à jouer? Et comment on pourrait éduquer les gens en ce sens? La Banque centrale est responsable. Vous trouverez beaucoup d'économistes à critiquer justement et à imputer la responsabilité de la faiblesse de la croissance de la République d'Haïti de 1979 à 1970, par exemple, au régime de taux de change fixe. Parce que le régime de taux de change fixe a ses avantages. Quand on a un taux de change fixe, on a 5 gouttes pour $1 et ça reste à 5 gouttes pour $1. Mais à chaque fois qu'il faut garder ce taux-là, très souvent, ça passait par la contraction des dépenses et parfois des dépenses d'investissement. Et j'ai beaucoup de collègues économistes, et je suis sûr que tu en connais, qui imputent en partie la responsabilité de nos problèmes à cette fixité du taux de change. Un taux de change flexible n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Et lorsque on a la flexibilité du change, les ajustements se font souvent par le change. Donc c'est un régulateur automatique qui permet parfois, même souvent, d'éviter certaines contractions de l'activité économique. Aujourd'hui, la Banque centrale agit en aval de ce qui se passe au niveau de l'économie réelle. Ce qu'on voit au niveau du change est fondamentalement la résultante de nos déséquilibres au niveau de la balance commerciale et au niveau fiscal. Donc c'est l'histoire des deux gaps, si je puis dire, le gap fiscal, où on a toujours un gros déficit, et un gap au niveau commercial. C'est pour ça que nous autres, nous insistons toujours pour dire, un exemple que je peux donner, nous sommes à 4,4 milliards d'importations de biens et services. Nous sommes à 1,6 milliard d'exportation de biens et services. Donc un déficit d'environ 2,8 milliards. On parle de dollars américains. De dollars américains. Couvert par quoi? Couvert par les transferts privés de la diaspora, les transferts, plus communément appelés transferts, qui aujourd'hui se montent à environ 1 milliard 975 millions de dollars, avec une croissance récemment de 10% entre les 2 années. Et les dons qui sont en train de baisser pour retrouver le niveau, lentement et sûrement, le niveau de 2009. Parce qu'en 2009, les dons étaient de 360 millions de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 560 millions de dollars. Donc on a quand même un déficit de la balance commerciale qui n'est pas comblé à 100% par ces deux-là. Mais au lendemain du tremblement de terre, nous sommes passés de 360 millions de dollars de dons en 2009 à 1,8 milliard de dons. Et ça a commencé à baisser en 2011, etc., pour retrouver... Ce qui nous dit quoi? Ce qui nous dit que nous ne pouvons pas continuer à vivre comme si les flux d'aide publique internationale sont des flux sûrs sur lesquels nous pouvons vivre indéfiniment. Donc, il nous faut une stratégie nationale qui nous permette de booster la production et l'emploi
soit la production, soit pour la substitution aux importations, soit pour l'exportation, qui nous permettent aussi d'avoir de l'investissement direct étranger. Cette année, nous sommes passés en 2013 de 160 millions de dollars d'investissement direct étranger à cette année, 2014, 90 millions de dollars. Il y a une chute. Il y a une chute de l'investissement direct étranger. Comparé à la République dominicaine qui est à 1,8 milliard pour la même population. Et quand nous parlons d'investissement direct étranger, il nous faut regarder justement la qualité des investissements directs étrangers que nous avons. Par exemple, nous vivons des choses extraordinaires et qu'il nous faut communiquer à la nation. Il faut sensibiliser tout le monde à la qualité, l'importance de la qualité de l'investissement direct étranger. Qu'observons-nous aujourd'hui? Quand une compagnie de télécommunications arrive en Haïti, la télécommunication aujourd'hui, vu que le secteur n'est pas un secteur maturé, les équipements sont obsolètes très vite. On est content quand l'investissement de la Digicel de la NATCOM arrive. Mais qu'est-ce qui arrive très vite, après 2 ans? On retrouve la Digicel et la NATCOM constamment sur le marché pour envoyer des dividendes à l'étranger. Il faut acheter des dollars. Pour acheter des équipements, il faut acheter des dollars, etc. etc. Pourquoi? Parce que ce n'est plus le secteur télécommunication d'il y a 20 ans, 25 ans, où un équipement pouvait durer, un switch pouvait durer et 10 ans, 15 ans. La concurrence est brutale. La concurrence est brutale également. Donc, en d'autres termes, la téléphonie est devenue un commodity comme le riz. C'est-à-dire que c'est presque une importation. Et nous autres, quand nous regardons, quand nous sommes chaque lundi ici, en politique monétaire, en comité de politique monétaire, à regarder ce qui se passe sur le marché, on a toujours la Digicel, la NATCOM, les pétrolières sur le marché, etc. Par exemple, un bien. Haïti exporte 950 millions de dollars de biens. La facture pétrolière est de 850 millions de dollars. Donc, les revenus des exportations, même en occultant la partie réexportation avec l'assemblage, parce qu'on a 90% des exportations, c'est l'assemblage. Donc, on comprend exactement ce qui se passe au niveau de la stabilité. Maintenant, quand nous avons de fortes pressions également au niveau fiscal, parce qu'il faut reconnaître également la dominance fiscale de la politique monétaire. Qu'avons-nous dû faire en milieu d'année 2014, quand on a vu une accélération du déficit budgétaire? On a dû assumer un peu l'éviction du secteur privé, du crédit privé, par le crédit public, augmenter les taux d'intérêt pour justement réduire la masse monétaire, pour que justement la demande se contracte un peu. C'est ainsi que cette année, il y a eu un ralentissement du crédit privé qui n'a cru que de 8%. Et c'est ce qui nous a permis de contrôler la masse monétaire en vendant également des dollars et en augmentant les taux d'intérêt sur les bons BRH qui sont aujourd'hui à 5% sur les 7 jours, à 6,5% sur les 28 jours et à 8% sur les 90 jours. Tout cela pour dire que nous avons une panoplie de mesures que nous avons prises, mais très souvent, nous sommes obligés de réagir à une situation sur le marché. Nous ne sommes pas attachés à un taux de change fixe. Par exemple, 47 gouttes. Les gens paniquent. Il y a 1 mois et demi, on a dû avoir ici une conférence de presse pour expliquer plus ou moins ce qui se passait et les mesures que nous avons prises. Pour expliquer par exemple que quand nous augmentons les taux d'intérêt,
il y a moins de crédit qui se donne parce que nous augmentons le coût du crédit. Quand nous vendons des dollars, nous rentrons des gouttes. Donc, c'est une mesure qui nous permet d'éponger la liquidité pour l'emport. Nous avons des taux de réserves obligatoires à des niveaux dont nous ne sommes pas fiers. Mais ce que nous disons, nous aimerions bien pouvoir réduire graduellement le taux de réserve obligatoire au fur et à mesure que le crédit privé pour des activités productives, pas le crédit alloué au commerce, parce qu'on a eu quand même des taux extraordinaires d'augmentation du crédit en 2012 et en 2013. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ce crédit a été au commerce, au financement du commerce, et le commerce demande des dollars pour importer. Ce n'était pas un crédit à la production et à l'emploi. Vous verrez que la Banque centrale fait quoi? La Banque centrale aujourd'hui dit nous augmentons les taux d'intérêt, mais en ayant une attention particulière dans le cadre d'un dialogue avec les secteurs et les banques pour les secteurs productifs. C'est un petit peu l'idée également de votre conférence cette année pour expliquer tout ça. Par exemple, l'idée de CAEPAM. L'idée de CAEPAM, c'est de dire, OK, il n'y a pas de réserves obligatoires sur les ressources utilisées pour financer le logement. Aujourd'hui, il y a la BUH, ça a commencé avec la BPH et la BNC CAEPAM. Il y a la BUH aujourd'hui avec Ma Maison. Il y a Crédit 5 étoiles de la Unibank, la Capital Bank a son produit également, je ne me rappelle pas. Je ne veux pas citer les noms pour ne pas être accusé de faire de la publicité pour l'une pour des produits spécifiques. Pour des produits spécifiques. Mais tout le monde, à notre grande satisfaction, ça. Maintenant, on nous parle du secteur hôtelier de Port-au-Prince. Il y a des taux d'occupation relativement bas et nous accordons une attention particulière à ce secteur. Mais ce que nous disons par-dessus tout, c'est qu'il faut les écoles professionnelles, il faut une politique commerciale claire qui dise voici les secteurs que nous allons protéger. Parce qu'à la fin de la journée, il faut qu'on sache que Haïti produit A, B, C, D, E, F et que ces A, B, C, D, E, F ne peuvent pas entrer librement dans le pays. Le poulet jamaïcain, il est protégé. Le poulet dominicain, il est protégé. Et subitement, depuis quelque temps, Haïti n'arrive plus à produire tout ce qu'il produisait auparavant et tout ce que ses voisins, avec relativement la même dotation en facteurs, continuent de produire. Haïti ne fait plus de sucre, Haïti ne fait plus de poulet, Haïti ne fait plus rien. Mais Haïti continue à produire des gens et des gens que nous ne pouvons pas exporter. Parce que l'un des drames, et il est fondamental que nous le comprenions finalement chez nous, et que toute la population le comprenne pour qu'un consensus se dégage finalement sur cette question. Le problème de la théorie économique, et justement de la théorie du commerce international, c'est qu'on vous dit, OK, faisons la libre circulation des biens. Faisons la libre circulation, le libre mouvement des capitaux. Mais chaque pays garde ses gens. Parce que s'il y avait la libre circulation, le libre mouvement des gens, il n'y aurait pas de pays pauvre ou de pays riches. Les pays seraient également riches ou également pauvres. Tout le monde irait là où il y a les opportunités. Donc il faut que Haïti se dise, si nous ne pouvons pas exporter 5 millions d'Haïtiens, faut-il bien que nous arrivions à occuper et à employer nos gens, que nous produisions nous-mêmes. Tout cela, et je veux insister, excuse-moi d'insister, c'est que le message que nous donnons, c'est que le crédit est une résultante, la stabilité que nous allons avoir à long terme, elle doit être garantie par un appareil productif national, en capital et en ressources humaines fort, et flexible, qui nous permettent de nous ajuster. Regardez le drame aujourd'hui de la Russie, quand on n'est pas flexible. Et c'est peut-être le lot de tous les pays qui ont beaucoup de ressources naturelles, etc. Le pétrole passe de $100 à $60.
Et on commence à sentir l'essoufflement du système. Même de grands pays. Et même M. Poutine a dû reconnaître qu'il faut agir vite pour flexibiliser l'économie. Et je suppose que vous n'aviez pas le sort peut-être du gouverneur de la Banque centrale de la Russie. Bon, je n'aimerais pas être à sa place. C'est ce que je dis là. Donc, en résumé, il faut une politique fiscale, une politique monétaire, et une politique, je pourrais dire, agricole, une politique industrielle, une politique commerciale pour bien protéger la politique monétaire. Nous allons prendre une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Mais nouveau billet dit Good Banque Centrale pral mette deyo, li pas remplacer ancien. Tous les dés qui servi pour toute transaction. Même Jean ak billet dit Good wap servi ya, nouveau billet a, gen portrait lieutenant Sanit Belair ak Fok Rouge. On nous garder ensemble. Ou ka lil dans langue français, kou créole. Si vous passez mon tout, wap sentil en bas doué tout. Fais un coup de jet sous côté droit de billet. Zone ça transparent, ça veut dire, les ou gade la donne, ou kawe sous l'autre bord. Nouveau billet ça fait avec un papier supérieur qui relève polymère. Li pi fin, mais li pi résistant, qui donc l'a duré pi longtemps. Banque centrale a travail pour ba nous moyens pi moderne pour mener activité commerce nous. La douane voye fait tout le monde connaît que c'est dans bureau douane que moun ak marchandise gen doit passer ni sous frontière ni l'autre côté. Côté ça yo bien identifié. Genyen douanier ak agent sécurité la douane qui là pour bay service. Tout moun k'ap essayer passer marchandise en bachal dans l'autre côté sous frontière, c'est contrebande y a fait. La douane vle di tout moun l'a saisi marchandise ak tout camion k'ap passer sous côté. Et moun qui concerné la fait arrêter yo pour y aller devant juge qui là pour ça. La douane a profité rappeler tout le monde. Bon la douane, c'est dans banque pour y aller payer ça. Ou bien, dans espace la douane mettez spécialement pour ça. Et là ou fin payer bon droit, exiger récit qui dit ou payer. Parce que année ça, tout pouvoir l'État a continué correr la douane pour faire coucou rouge derrière contrebande à corruption. Puis Koumaon, Zanana ou Pengouin, veillez zonou. La douane a appliqué la loi contre tout le monde. Li campé par côté, la défense intérêt, la fait affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans bon, lorsque client Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas. Vous suivez l'émission spéciale du 2 janvier, 20e anniversaire, car la première émission c'était en 1995 avec Leslie Delatour. On appelait pas l'émission à l'époque l'émission Leslie Delatour, mais après sa mort, on a dû lui rendre vraiment un grand hommage. Et c'est l'émission Leslie Delatour et nous sommes en direct à la Banque centrale pour cette émission. Monsieur le gouverneur, est-ce qu'on pourrait dire qu'un banquier central est un éternel incompris? Je disais tantôt qu'on vous a jugé sur le changement de 5 à 47 goudes depuis l'existence de la Banque centrale. Mais d'autres économistes disent 47 goudes, la monnaie haïtienne est surévaluée, il faudrait avoir 50, même jusqu'à 60 goudes. Mais comment vous allez défendre ces deux positions? Certains qui disent ça va trop rapide et d'autres qui disent ça aurait dû être beaucoup plus. C'est intéressant, ce n'est pas seulement le drame de banquier central, c'est pour ça qu'il nous faut nous battre pour que nous ayons une nation éduquée. Et c'est peut-être l'objectif de cet exercice que nous faisons et de toutes nos interventions. Parce qu'en fait, c'est une stratégie. C'est une série de politiques qui doivent nous conduire à telle ou telle chose. Donc, la question que là, tu es en train de poser, est une question stratégique. Et Kessner, qu'avons-nous appris des questions stratégiques? Quelle est la réponse à toute question stratégique? La réponse à toute question stratégique, c'est ça dépend.
Et si la réponse n'est pas ça dépend, ce n'est pas une question stratégique. Donc c'est pour ça que nous devons avoir des nuances. Et ça dépend des circonstances. Donc ça dépend de quoi? Ça dépend de toute une série de facteurs, de toute une série d'objectifs recherchés. Le grand débat en Haïti aujourd'hui, tout le monde a raison, tout le monde a tort. Parce que cette vérité, elle n'est pas ignoble. C'est pour ça que nous disons souvent, créer l'homme d'un seul livre. Nous-mêmes, nous n'avons pas de foi sécurisante. Nous ne voulons pas substituer la foi à l'analyse. Notre situation aujourd'hui, et là je suis en train d'exprimer ma conviction profonde, et qui m'a guidé avec mes collègues du conseil d'administration pour mener cette politique qui, à mon sens, a porté fruit. Le tableau que je viens de dépeindre est un tableau de grande faiblesse de l'appareil productif national. Donc, à ceux qui me disent le change est surévalué, ce que je ne peux pas concéder, parce que les analyses même du Fonds monétaire international n'ont pas conclu à une grande surévaluation de la gourde. Mais même quand il faudrait laisser la gourde glisser, ça ne peut pas être la première mesure. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Et le change, et je l'ai même dit dans mes discussions avec le président de la République, Michel Martelly, le change est trop important pour être laissé uniquement aux banquiers centraux. Et là, je suis en train de mesurer la gravité de ce que je dis. Parce qu'il y a un élément fondamental de la compétitivité nationale. Donc il vous arrive de discuter avec le président du taux de change, de l'évolution, de la dépréciation? En toute responsabilité, il lui arrive de me poser des questions parce que parfois il a besoin d'être rassuré. Parce que le président comprend bien que nous ne produisons pas grand-chose. Et tant que, c'est pour ça que lui-même, il a bien supporté les efforts pour la stratégie nationale d'inclusion financière, il est en train de se battre pour que nous ayons des écoles professionnelles. Mais encore une fois, tout le monde doit reconnaître, et c'est ce qu'avait dit d'ailleurs, je me rappelle très bien, il y a quelques années, le président Préval, il nous faut un plan sur 25, sur 30 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre résoudre des problèmes presque séculaires en 5 ans. On n'a plus d'école professionnelle. Est-ce qu'on va produire des professionnels mécaniciens en un an en claquant les doigts? Non. Mais reparlons du change. Si nous ne produisons rien aujourd'hui, nous importons tout, ou presque tout. Si le change passe de 47 à 60, que va-t-il arriver dans les rues en termes de paix sociale? On a eu les émeutes de la fin de 2008. On a déjà fait l'expérience. C'est-à-dire, bien entendu, les émeutes de la fin n'ont pas été induites par une dépréciation du change qui serait venue gonfler les prix au niveau local. Les prix des produits alimentaires et de première nécessité en général. C'est venu de la flambée des prix des produits importés en 2008. Mais si on laisse le change passer sans une réforme en profondeur de nos secteurs, une réforme de notre politique commerciale, et comme je le dis souvent à des amis économistes, des tenants je dis, mais écoutez, le change est un prix, oui ou non? Soyons très banals et très bêtes et méchants, comme on dit sur cette affaire. Le change est un prix. Si le change est un prix, avant de penser à baisser mon prix, je dois commencer par dire ce que je vends. Est-ce que j'ai des pantalons à vendre? Est-ce que j'ai des chemises à vendre? Est-ce que j'ai un secteur hôtelier sérieux? Est-ce que j'ai des resorts? Qu'est-ce que j'attire? Et qu'est-ce que je vends? Est-ce que mon café, je le vends bien? Est-ce que ma production de sucre est là? D'alcool, de Wamba Bancourt? Qu'est-ce que je vends pour vouloir baisser mon prix? Donc, allons se dire d'abord
ce que nous allons produire et graduellement, nous allons avoir une politique responsable dans le cadre de la cohérence des politiques publiques. Le change, la politique monétaire n'étant qu'une politique publique qui doit être mise en cohérence avec les autres, on pourra se dire, voilà le couloir d'évolution des politiques publiques qui va conduire à une meilleure compétitivité nationale pour la croissance et l'emploi dans la paix sociale sans heurter les franges les plus vulnérables de notre population. Tout à fait. Parce que quand on le fait, cela est toujours, tôt ou tard, générateur de troubles sociaux et politiques venant encore confirmer le cercle vicieux de stagnation et de pauvreté dans lequel nous croupissons depuis 25 ans. Revenons à la conjoncture. Vous avez commencé au cours de la première partie. Vous avez bien dit que le taux de croissance du PIB est inférieur à 3%, alors qu'on prévoyait plus de 4,5% en début d'exercice fiscal. Vous allez nous dire certainement le taux d'inflation pour l'année 2014, le taux de change, vous en avez parlé, une dépréciation de 2%. Comment a été l'année 2014? Puisque vous parlez de problèmes structurels, est-ce que nous avons connu une année extrêmement difficile sur le plan économique, sur le plan financier? Est-ce qu'il y a eu une détérioration des conditions de vie de la population? Comme vous avez... On n'a pas eu, en tout cas, sur la base de ces agrégats-là et de ces mesures-là, on a eu 5,3% d'inflation. On a eu 2,8% de croissance. Trop faible. En termes réels du PIB. Trop faible, parce que notre ambition devrait être de doubler tous les 7 ans notre production nationale. Le projet après le tremblement de terre, c'était d'avoir minimum 5% jusqu'à 10%. On est inférieur à 5%. 5% ne suffit pas parce que, avec le taux de croissance de la population, comme je le dis souvent, nous sommes à 1,4, il nous faudrait à 7%, comme on dit en anglais, rule of thumb, en 10 ans, on double le PIB per capita. À 7% net. À 1,4% de croissance de la population, il nous faudrait au moins 8,5% l'an pour arriver à doubler ce revenu per capita. Donc, 5%, trop faible. Minimum 7%, 8,5%. Les Dominicains ont fait cette année 7%. Mais quand vous allez en République dominicaine, vous voyez ce qui se passe. Vous n'entendez pas qu'il y a des crises politiques tout le temps en République dominicaine. Et pourtant, ils ont leurs problèmes. Et vous voyez qu'il y a un consensus national, quel que soit le parti politique qui prend les rênes des affaires en République dominicaine. Est-ce qu'on peut... On voit qu'il y a quand même des nuances, mais on voit que au niveau justement national, il y a une continuité dans les politiques publiques. Et cela a commencé depuis l'élection Ousmane Balaguer en 1976. Donc ce que vous voyez là, c'est quand même 40 bonnes années de relative stabilité politique reflétant un consensus national sur le vivre ensemble, sur la manière de vivre ensemble et sur les politiques publiques à mener pour que justement, et puis ça passe également par un État fort. L'État fort ne veut pas dire un État non démocratique, c'est un État où les règles du jeu sont claires et respectées. Haïti a des problèmes au niveau du droit de propriété, a des problèmes au niveau de toutes ces institutions. Donc il nous faut beaucoup d'argent pour investir dans nos infrastructures, nos institutions et notre population. Sans peur de se tromper, peut-on dire que la faible croissance qu'on a eue cette année, en 2014, en partie, la crise politique en a mangé quelques points de croissance? Bon, laissez-moi vous dire,
Je ne vais pas moi-même m'aventurer en tant que scientifique à spéculer là-dessus. Parce qu'on a quand même eu 2,8% de croissance et ça fait déjà de 2004-2005 à nos jours, on n'a jamais eu 6% de croissance. On a eu 4,5 l'année dernière. Regardez ce qui se passe, Bobo. Au niveau du secteur agricole, est-ce que nous pouvons l'imputer à la crise politique? On a eu 1,5% de baisse de la production agricole à cause de la sécheresse, etc., etc., etc. Maintenant, il faut aller regarder les infrastructures agricoles, le crédit agricole. Moi, ce que je prône, je l'ai déjà prôné, c'est la mise en place de tous les préalables qui permettent de donner du crédit au secteur agricole. Le secteur, aujourd'hui, on est à 43% environ de ratio prêt sur dépôt. Les banques seraient disposées à prêter à l'agriculture parce qu'il y a de la liquidité. Mais on ne peut pas demander non plus aux banques de prêter pour aller perdre de l'argent parce que quand les banques perdent de l'argent, si c'est la Banque centrale et l'État qui doivent faire l'effort pour payer les déposants, cela se traduit par quoi? Par une saignée au niveau fiscal qui peut entraîner une augmentation de la masse monétaire et encore de l'instabilité monétaire. Ça, nous le savons les deux. Donc, l'idée, c'est de dire quoi? Les canaux d'irrigation, les barrages, pour éviter justement la sécheresse ou les inondations, l'assurance agricole. Je suis pour que l'État haïtien se dise, sur 5 ans, sur 10 ans, nous allons mettre 100 millions de dollars comme fonds de départ dans un fonds sérieux d'assurance agricole. Assurance récolte contre les intempéries et les catastrophes naturelles, mais également assurance crédit avec un fonds de garantie partielle du crédit, etc., du type que la Banque centrale, avec le ministère des Finances, avec le support du Trésor américain et de la BID, avait mis en place, et de la Banque mondiale, avait mis en place au lendemain du tremblement de terre. Parce que comment rassurer les banques quand il s'agit de débiteurs tout neufs dans le système qui n'ont pas d'histoire de crédit? Donc ce fonds de garantie partielle du crédit est important. Mais quand il y a une sécheresse et toute la récolte est perdue, ce débiteur agricole, qu'est-ce qu'il dit à la banque? Donc s'il y a un message important qu'aujourd'hui j'aimerais faire passer, c'est la nécessité d'un fonds sérieux d'assurance agricole. Particulièrement pour le secteur agricole. Vous suivez l'émission spéciale du 2 janvier, l'émission Leslie Delato, le gouverneur de la Banque centrale. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de l'émission. Mais nouveau billet dit Good Banque centrale pral mette deyo, li pas remplacer ancien. Tous les dés qui servi pour toute transaction. Même Jean ak billet dit Good wap servi ya, nouveau billet a gen portrait lieutenant Sanit Belair ak Fok Rouge. On nous garder ensemble. Ou ka lil dans langue français kou créole. Si vous passez mon tout, wap sentil en bas doué tout. Fais un coup de jet sous côté droit de billet a. Zone ça transparent, ça veut dire les ou gade la donne ou kawe sous l'autre bord. Nouveau billet ça fait avec un papier si périer qui relève polymère. Li pi fin, mais li pi résistant, qui donc l'a duré pi longtemps. Banque centrale a travail pour ba nous moyens pi moderne pour mener activité commerce nous. La douane voye fait tout le monde connaît que c'est dans bureau douane que moun ak marchandise gen doit passer ni sous frontière ni l'autre côté. Côté ça yo bien identifié. Genyen douanier ak agent sécurité la douane qui là pour bail service. Tout moun k'ap essayer passer marchandise en bachal dans l'autre côté sous frontière, c'est contrebande y a fait. La douane vle di tout moun l'a saisi marchandise ak tout camion k'ap passer sous côté et moun qui concerné
La fait arrêter yo pour y aller devant juge qui là pour ça. La douane a profité rappeler tout le monde. Bordereau la douane, c'est dans banque pour y aller payer ça. Ou bien, dans espace la douane mettez spécialement pour ça. Et là où fin payer Bordereau, exigez récit qui dit ou payer. Parce que année ça, tout pouvoir l'État a continué correr la douane pour faire coucou rouge derrière contrebande à corruption. Puis Koumaon, Zanana Koupengwe, veillez zonou. La douane a appliqué la loi contre tout le monde. Les campés bas côté, la défense intérêt, la fait affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, leurs ses clients Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous sommes bien à la Banque centrale, à la Banque de la République d'Haïti. Une journée bien spéciale puisque c'est le 2 janvier. Nous parlons de l'Estrie de la Tour. Cette émission, la toute première, c'était 2 janvier 1995, 2 janvier 2015. Nous sommes ici avec l'actuel gouverneur de la Banque centrale. Monsieur le gouverneur, nous avons parlé de la situation économique, de change. Maintenant, le système bancaire, comment va-t-il avec toute cette situation? Le système bancaire va bien parce que c'est un système bancaire bien capitalisé avec un niveau de capital entre 6 et 7%, bien au-dessus de 6,7% de l'actif total, bien au-dessus du minimum requis de 5%, un taux productif d'environ 3,5%. Donc le système se porte bien en termes de qualité d'actifs, il n'y a pas beaucoup d'improductifs. En termes de profitabilité, le return on equity tourne autour de 15%. Certaines banques arrivent à faire bien plus que ça, frisant parfois les 20%. Donc, au niveau de la Banque centrale en tant que superviseur du système, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et par contre, c'est toujours le même problème. Nous en parlions. Est-ce que nous sommes satisfaits? Non. Le crédit est trop faible. Nous sommes à 43% de ratio crédit sur dépôt, alors que la moyenne de la Caraïbe est à 60%. Donc vous voyez qu'il y a au moins 17% d'espace à combler. Ça tourne autour de 600 à 700 millions de dollars qui seraient disponibles pour des prêts à des secteurs productifs qui puissent booster la production et l'emploi. Et très souvent, des gens vous disent « Ah, les banques ne prêtent pas de l'argent. » Les banques ne prêtent pas de l'argent, mais c'est parce que justement les préalables ne sont pas là. Parce que dire que les banques ne prêtent pas de l'argent, ils ne font pas de l'argent, ils ne font pas de profit avec l'argent qui reste oisif. C'est comme si on dirait à un hôtelier qui a 100 chambres d'hôtel qu'il refuse de louer 40 de ses chambres alors qu'il y a des demandes qui frappent à leur porte. Ce n'est pas vrai. Maintenant, d'où le combat. Le combat doit être l'attention au secteur potentiellement productif, même pour l'investissement local ou étranger. Parce que le capital, en fait, à la fin de la journée, n'a pas de patrie. Le capital est à la recherche d'opportunités. Il faut qu'on dise, OK, est-ce que la production de cabri est protégée? De poulet est protégée? Est-ce qu'il y a un crédit particulier pour ce secteur? Est-ce qu'il y a un fonds de garantie partielle pour ce secteur? Je parlais tantôt de l'assurance agricole. Donc, il faut mettre
le secteur bancaire, par la mise en place des préalables, en situation de prêter, sans que ces prêts ne viennent menacer la qualité de leur portefeuille et leur solvabilité. Est-ce que le projet de bureau de crédit que vous avez lancé cette année pourrait aider? Le projet de bureau de crédit participe justement de cette mise en place de conditions. Parce que le bureau de crédit, c'est quoi? En fait, c'est un bureau d'information sur le crédit, sur les débiteurs. C'est un bureau qui vient dire que Kessner Farrell, quand il emprunte, il paye, il est un bon débiteur, il n'y a pas eu d'incident de paiement avec lui. Et l'ambition est qu'on arrive. Le bureau de crédit ne concerne pas seulement le système bancaire. Si vous allez chez Canez ou à l'EDH que vous ne payez pas, normalement, ça devrait être reporté. Vous allez collecter ces informations de ces institutions? On va, la loi sur le bureau de crédit, pour le moment, on peut le faire au niveau du système bancaire uniquement. Okay. Mais la loi sur le bureau de crédit, le projet de loi prévoit, comme dans tous les pays du monde, que ces incidents puissent être reportés et qu'on connaisse vraiment le profil en termes de crédibilité, parce que le crédit vient quoi? De croire. Il faut croire dans le débiteur. Il faut avoir confiance dans le débiteur. Donc, c'est au niveau de l'information. Ça vient réduire. Si on n'a plus d'information, ça vient réduire les taux d'intérêt. Premièrement, ça donne l'accès au crédit. Et quand on est bon débiteur, ça peut réduire les taux d'intérêt. Donc, ça vient pratiquement augmenter la valeur actualisée de nos projets quand on fait les cash flows. Donc, améliorer la profitabilité prévue, attendue d'un projet. Un autre projet, l'inclusion financière. L'inclusion financière participe justement de la même préoccupation. Parce que quand on dit inclusion financière, les gens pensent crédit et les gens pensent dépôt. Oui, c'est vrai. Mais l'inclusion financière dit d'abord le crédit, pourquoi? Donc, quand il y a des problèmes dans un secteur, par exemple, ce que moi-même je dis toujours, il faut saisir toutes les occasions de faire le crédit. Le carnaval est une grande occasion de faire le crédit. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Mais on a 1 million de gens au Champ de Mars pour le carnaval. Bon, si on arrive à produire 1 million de chapeaux au lieu d'importer 1 million de képis, si les costumes sont produits par les couturières, regardez le réseau de monsieur, ce réseau de monsieur Gaout, qui pourrait produire. Alors c'est à ce moment-là que le carnaval peut être vraiment national, où tout le monde dans le pays se retrouve, parce que les bœufs qui utilisent les cordes sont produits quelque part dans le pays, les chapeaux sont produits à Port-Salut, les costumes sont produits un peu partout, à Jacmel, les masques à Jacmel, etc. Et à ce moment-là, même quand le carnaval n'a pas lieu dans telle localité, mais cette localité peut vivre du carnaval. Donc c'est ça l'inclusion financière. L'inclusion financière, c'est de dire, ok, ce professionnel mécanicien que je forme et qui a la compétence, est-ce que je peux maintenant financer un atelier pour la carrosserie ou un atelier pour la transmission qui va venir donner à ce monsieur-là, du fait de l'augmentation de sa productivité, lui permettre d'accéder à des niveaux de revenus beaucoup plus importants. À ce moment-là, il sera de la classe moyenne, il peut sortir de la pauvreté. Très bien. Et qui puisse aussi dire à un Haïtien, ma voiture, je pourrais l'avoir pendant 10 ans au lieu de 5 ans, parce que j'ai de bons mécaniciens, etc., etc. Quelle politique de pièces de rechange à avoir, etc. Le riz, est-ce qu'on va avoir de bonnes décortiqueuses pour que nous n'ayons pas à importer le 4% broken des États-Unis? La facture du riz représente combien dans les importations? Donc, c'est ça l'inclusion financière, c'est de dire, nous allons accorder une attention particulière à tous ceux qui sont aujourd'hui laissés sur le trottoir pour que justement on regarde les opportunités qu'ils puissent avoir, pas seulement au niveau de l'épargne, où on dit oui, on leur permet d'effectuer des transactions à partir de Tchotcho Mobile. Oui, c'est une bonne chose. C'est pour ça aussi que nous autres,
nous renforçons le secteur des caisses populaires. Par exemple, il y a un réseau qui aujourd'hui va avoir accès à la chambre de compensation. On parlait tantôt de l'insatisfaction de certains membres de la population par rapport au système bancaire. Et il y a une certaine incompréhension. Mais dans cette salle, vous avez eu également à parler de comment les clients se plaignent de la position des banques. Que ce soit pour les services offerts, que ce soit, par exemple, quand je parle d'un service pour les lettres qu'on doit remettre, comment le grand superviseur que vous êtes pourrait essayer d'harmoniser, qu'il y ait de meilleures relations entre les banques commerciales et la clientèle? Est-ce que vous y pensez ici à la banque? Entre les banques commerciales et la clientèle, il y a beaucoup de plaintes, notamment, je vais vous donner... Vous en recevez directement ici? Oui, je reçois. Il y a, par exemple, il y a un nouveau développement où les banques chargent des frais de comptage. Et il y a un volet où nous sommes faibles et que nous devons renforcer chez nous, c'est la protection du consommateur. Donc il faut que la Banque centrale veille au grain pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus, que le public ne subisse pas d'abus de la part des banques. Et nous sommes dans un dialogue permanent avec les banques sur cette question-là. Donc ces problèmes sont posés autour de la table, pas simplement qu'est-ce qui se passe au niveau des états financiers, bilan, rentabilité, mais vous regardez également... De plus en plus, nous posons ces problèmes. Le problème des longues queues au niveau des succursales. Ce problème-là est posé également. Mais ces longues queues viennent aussi du coût des succursales, du coût des guichets, etc. Par exemple, c'est bien beau de dire, OK, la file est terrible, mais notre système de paiement aussi doit être modernisé. Ça fait longtemps que nous nous battons avec les banques, parce que nous avons déjà un National Switch qui se prête à la carte de débit. Nous avons encouragé le Tchotcho mobile, parce que beaucoup de ces transactions-là pourraient se faire soit électroniquement, soit par des dépôts, etc. Et les gens n'auraient pas à aller à la banque systématiquement parce qu'ils doivent payer. Combien de fois, toi, tu vas à une banque? Très peu. Très peu. Je vais l'admettre. Donc, justement, et pourtant, tu achètes, tu vas au market, ouais. tu fais tout ce que tu as à faire. Donc, s'il y avait justement un système où les gens n'auraient pas recours à tout ce cash, et la Banque centrale le pousse, et nous nous battons avec les banques pour que justement ce système soit modernisé, parce que dans le sens, quand on dit modernisé, pas modernisation, justement, pour dire, tout simplement pour dire que nous sommes modernes, mais pour sortir de la monnaie matérielle, pour aller vers la dématérialisation, en prenant pleinement avantage de toutes les opportunités offertes par la modernité et la technologie. Cela demanderait peut-être que la Banque centrale s'engage dans l'éducation financière, même au niveau des écoles. L'éducation financière, oui, mais d'abord, il faut que la Banque centrale pousse les banques à mieux collaborer quand il s'agit de mettre en place une nouvelle technologie. Par exemple, nous-mêmes, nous sommes prêts pour la carte de débit. Parce que la carte de débit implique quoi? Une compensation automatique. Ceci a été tenté dans le temps. Ceci est en train d'être tenté. C'est un long processus et c'est un gros combat parce que pour le système de compensation automatique, il faut que toutes les banques soient prêtes. Donc, elles ne sont pas toutes prêtes. Et c'est là le grand combat de la Banque centrale. C'est un grand chantier. Très bien. Gouverneur, pour finir, voilà au niveau du système de paiement, c'est quand on parle de renforcement des capacités de la Banque centrale, nous avons, par exemple, grâce à la modernisation de notre système de paiement, pu réduire la compensation des chèques de 5 jours pour Port-au-Prince et de 10 jours pour la province à 2 jours pour l'ensemble du territoire. Et ce n'est pas rien. Et vous pouvez voir que la Banque centrale, en tant qu'entreprise, se bat aussi pour renforcer la compétence de ses ressources humaines. Nous avons pas mal de programmes de formation, formation courte et formation longue. Et au niveau de l'amélioration de l'espace physique de travail, bon, et comme ancienne de la Banque centrale, je sais que tu te plains quand tu dois te rendre au bas de la ville, mais tu as pu voir que dans notre zone, c'est un vaste chantier avec le centre de conférence qui se fait. Parce que le tremblement de terre nous a fait perdre des espaces pour 110 employés.
donc qui sont encore logés dans des abris provisoires au niveau de la rue du Quai, aux anciens locaux de... Ce qui peut affecter l'efficacité et la productivité. Définitivement. Yep. C'est pour ça que nous-mêmes, nous battons énormément pour que justement le cadre de travail, dans l'esprit de ceux qui m'ont précédé, depuis l'Institut de Arthur Fridjan, nous sommes aujourd'hui dans un local de la Banque centrale, le siège de la Banque centrale, conçu d'abord par BPF, Benjamin Petit et Fortuné, avec l'architecte Benjamin, construit par Brick Bâtiment, mais conçu par des Haïtiens. Et conçu sous l'Institut de Arthur et construit sous Fridjan. Parce que la Banque centrale est un bel exemple de construction institutionnelle. Je veux insister là-dessus. Ce n'est pas une affaire de Charles Castel ou d'un tel ou d'un tel. Il y a une continuité dans la conduite des affaires depuis 20 ans. Et je peux même dire ce qui a été la grande chance de la Banque centrale depuis même 1991, depuis 23 ans, parce que en fait la modernisation, même timide, de la Banque centrale a commencé avec Boniver Claude et s'est affirmée avec l'audace et la ténacité et la vision de l'Institut de Arthur, que nous avons continué parce que justement, nous sommes un émule dans ce sens-là de l'Institut de Arthur. Pour terminer, les perspectives pour l'année 2015, mais il y a de ça un mois, la presse haïtienne a rapporté que le gouverneur de la Banque centrale donne la garantie que le dollar ne va pas atteindre le niveau de 50 gourdes. Est-ce que cette garantie a été donnée? À la fin de l'année. À la fin de l'année. Donc vous ne garantissez pas pour 2015? Nous ne garantissons pas pour le long terme, 2015 n'étant pas nécessairement le long terme. Les économistes définissent le long terme à leur façon. Les économistes, c'est jamais une année. Maintenant, mais ce que nous disons, c'est que nous félicitons de la confiance du public en la Banque centrale. Et cette crédibilité nous permet d'utiliser une arme très précieuse pour les banquiers centraux, qui est l'effet d'annonce. Le public nous croit quand nous parlons. C'est pour ça que nous comprenons les reproches, mais je demande aux journalistes aussi de nous comprendre. Nous ne dignons pas nos paroles. Nous sommes très avants en parole. Un banquier central ne parle pas tout le temps, mais quand il parle, c'est bon qu'il soit écouté, compris et cru. Okay. Et cette crédibilité est fondamentale. La ministre des Finances a déclaré au cours de l'interview du 1er janvier qu'il va y avoir une certaine contraction du budget de la République. Parce que ce qu'on prévoyait en début d'exercice, ça a changé. Allons rapidement. Quelle est votre position, la situation de l'inflation pour l'exercice fiscal 14-15? Bon, c'est-à-dire que l'inflation doit rester au niveau où elle est depuis plusieurs années. Vous voulez dire quoi à peu près? 4%, 5%. Cette année, on a eu 5,3%. Donc ça devait rester autour de 5% pour 2015. Mais c'est sans compter avec la volatilité des prix internationaux et nous sommes très vulnérables et très sensibles à ces prix. Vos réserves nettes de change, c'est estimé en début d'année à quoi? Nous étions à 1,1 milliard 50 millions à peu près. Nous sommes aujourd'hui à 995 millions de réserves nettes de change. Un matelas assez intéressant pour éviter toute spéculation? Bon, les réserves brutes, c'est ce qu'il faut regarder quand on parle de matelas. Nous sommes à plus de 1,8 milliard de réserves brutes. Donc, toi, tu parles de matelas et j'aurais tendance à parler aussi de muscles. Et pour adresser aux potentiels spéculateurs, et je comprends bien, le taux de change? La Banque centrale ne fixe pas le taux de change. Nous ne sommes pas attachés, encore une fois, à un taux de change fixe. Et on ne peut pas trop le répéter, la Banque centrale veut que le public haïtien soit rassuré, dans ce sens qu'il ne va pas devoir se réveiller un jour avec une préoccupation de change de gouttes qui dégringole, dont la valeur dégringole par rapport au dollar. À ce moment-là, ce que nous voulons éviter, c'est que cette dépréciation devienne
un phénomène auto-entretenu où chaque jour les gens s'attendent à ce qui se passe. Et c'est le self-fulfilling prophecy. Quand le public les croit, ça finit par arriver. Mais qu'est-ce que vous prévoyez comme taux de dévaluation à peu près 2%, 3%? Écoutez, on fera le calcul nous-mêmes. Écoutez, laissez-moi vous dire, vous me donnez l'occasion de poser un véritable problème. Très court, monsieur le Par gouverneur. exemple, nous sommes passés de 46 à la fin de septembre, aujourd'hui nous sommes à 47. Ça fait une goutte, ça fait 2% de dépréciation. Et la situation est ce qu'elle est. La seule garantie que nous pouvons donner, c'est que nous ne dormons pas au volant et nous sommes attachés à une relative stabilité du change et des prix. Et nous nous battons pour ça. Merci, monsieur le gouverneur, et bonne année 2015. Bonne année 2015 à toi, Kestner. Bonne année 2015 à tous mes compatriotes, particulièrement les auditeurs et téléspectateurs de Radio Métropole, dans le même combat. Et le combat n'est pas uniquement un combat de stabilité monétaire, ça doit être un combat de renforcement de nos capacités productives pour justement une nation prospère dans le cadre de la stabilité à long terme. Merci. Je vous remercie bien pour l'accueil. Merci. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission, l'émission Les Suites de la Tour, 2 janvier 2015, 20 ans déjà, et le gouverneur de la Banque centrale qui a bien voulu nous recevoir de cette enceinte, la Banque de la République d'Haïti. Voilà, à l'année prochaine.